Le vrai séparatisme, c'est le séparatisme des riches. Et quand ils agitent un autre soi-disant séparatisme, c'est pour cacher le leur. La domination capitaliste par la classe, elle est plus que jamais perceptible. L'espérance de vie, c'est quand même, je pense, la monnaie la plus évidente. Pour que la coordination soit efficace, la pluralité est, le plus précieux de tout. Effectivement, le bulletin de vote est un moment important de la lutte, mais que c'est pas le seul et qu'il y a quand même des moments d'épreuve de force qui sont importants parce qu'il y a un moment où la force doit changer de main. S'il y a que les barricades à faire, bah, c'est que quand même, l'idéal révolutionnaire a déjà beaucoup pénétré les consciences. Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau numéro des débats communistes qu'on organise avec le média en ligne Nos Révolutions. Alors aujourd'hui, on reçoit Nathan Bottero. On est très content de te recevoir. Tu es juriste et expert en politique sociale, rédacteur à l'Insoumission et auteur de différentes acteurs de différentes initiatives sur l'éducation populaire. Bonjour Nathan. Bonjour Hugo, je suis ravi d'être là également, rien que le nom débat communiste, tout de suite c'est attirant, faire la révolution aussi donc Ça donne envie de faire la révolution. ouais. On est beaucoup à être encore emportés dans cette flamme initiée dévorée par la révolution et qui me court souvent jusqu'à la fin. Alors, j'ai même la première question que j'ai envie de te poser, c'est, elle concerne un petit peu ton implication à nos révolutions. Puisque tu as bien voulu, je crois, alors tu vas peut-être me corriger si je dis une bêtise, mais tu as bien voulu faire avec nous une chronique, éco-sociale, C'est mensuelle. ça? C'est ce que m'a dit Antoine. Le premier article qui arrive là, ça sera sur la question de la nationalisation de Total. Exactement. Il n'est pas encore Et sorti au mais moment où on pas que parle. de Total. Total sert de clé de lecture et d'exemple, mais c'est comment, pourquoi nationaliser et en pratique, pourquoi les freins qu'on nous oppose n'en sont pas vraiment et pourquoi d'autres cibles aussi que Total, pourraient, être rendues au peuple. Voilà. Alors vous avez de la chance, vous qui nous écoutez, parce que moi je l'ai pas encore lu l'article, donc vous avez eu un petit aperçu et vous, a priori, quand vous entendrez le podcast, l'article sera sorti, donc vous pourrez vous jeter dessus. On essaiera de mettre peut-être en sous-titres ou quoi, l'adresse quoi, où les gens pourront aller lire l'article. Alors tu as un bagage militant qui est peu courant, à nos révolutions, puisque nous, nos révolutions, les gens commencent à savoir et tout, mais je vais quand même le dire. Tout le monde n'a pas sa carte au Parti communiste français, à nos révolutions, mais on se situe quand même dans l'orbite du Parti communiste en termes de médias. On a un petit texte manifeste que les gens peuvent consulter s'ils veulent et qui commence, qui s'appelle «Nous voulons le communisme partout» et qui commence par la phrase suivante: «Il y a besoin d'un parti révolutionnaire en France et nous pensons que ça peut être, le PCF». Vous pouvez aller voir ça sur le site communismepartout.fr. On mettra aussi un petit lien pour que vous puissiez y aller facilement. Heu, Ceci étant, on est très heureux que des camarades issus d'autres organisations et d'autres traditions militantes puissent participer à la vie, quoi, du média et aux réflexions qu'on essaie de mener, au travail d'élaboration et puis aussi de diffusion, des idées révolutionnaires. Parce qu'on pense que le marxisme révolutionnaire peut et peut-être doit, mais peut en tout cas être un liant, pour la gauche radicale. On s'est pas mal inspiré au moment de concevoir la chose de ce qu'a fait le média, Contretemps. Alors dans une autre tradition politique, c'est plutôt la tradition trotskiste, Contretemps, ça nous semblait pas mal cette manière de faire de la politique, de faire du débat théorique, de le faire de manière, structurée avec un angle et de le faire de manière pluraliste en accueillant les différentes familles de la gauche et les rassemblant autour d'une approche marxiste. Alors toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir et de participer et de faire cette chronique éco-sociale? Alors tu me rends la tâche difficile parce que tu as dit beaucoup de ce qui me donnait envie dans ton propos là. Moi voilà, le marxisme comme liant et d'ailleurs on en parlait il y a quelques minutes, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Je pense que le marxisme c'est, parce qu'il a pu produire comme concept, comme le matérialisme historique, c'est une clé de lecture pour comprendre le monde et ses évolutions. Je pense que quand on prétend être une organisation politique de gauche, hein, que ce soit un mouvement ou un parti, on doit avoir pour discuter, des bases communes qui n'impliquent pas qu'on soit d'accord sur tout, qui n'impliquent pas, qu'on soit, enrégimenté, mais qui impliquent d'avoir des clés de lecture, encore une fois. Parce qu'on ne peut pas avoir des maisons communes si on se ferme la porte à clé, si on ne sait pas discuter. Le marxisme, pour moi, c'est ça, c'est un ensemble de théories qui ont montré tout au long de l'histoire qu'elles étaient valides, hein. Je veux dire, là, on aura l'occasion d'en reparler, mais la lutte des classes, et elle est plus que jamais vivace en ce moment, et vous, à nos révolutions et nous maintenant, puisque je me permets de m'inclure dedans, on a cette possibilité de proposer, tu l'as dit, un espace de rencontre entre différentes sensibilités, différents courants, différentes traditions, entre différentes expériences militantes, des expériences, très partitaires avec, cette culture, communiste ancienne avec, des congrès, les courants, les et cetera et puis, des cultures plus mouvementistes, comme, effectivement des cultures issues de l'insoumission, mais pas que.
peu. Et puis on peut aussi imaginer, des personnes qui ne sont dans aucune de ces traditions, mais qui ont, d'autres choses à apporter en termes de bagages et puis donc ça fait un espèce de melting pot, du moins moi c'est comme ça que j'imagine, un espèce de melting pot, où parler politique ou affiner ses idées ou les confronter même, avec celles des autres, y compris de camarades, pour avancer, pour progresser et je trouve que c'est très précieux parce que ce soit un parti ou un mouvement, le fonctionnement des organisations politiques, bah, ça implique malgré tout une certaine forme de discipline, plus ou moins forte, plus ou moins mais tout de même, quand on est dans un parti, ben, voilà, il y a des logiques de parti, qui nous dépassent, qui, contraignent le débat et ça peut être bien d'avoir des contraintes dans le débat, attention. Idem dans un mouvement et nos révolutions, même si tu l'as dit, c'est structuré, c'est voilà, il y a quand même ce carrefour des idées, qui me semble très intéressant et auquel j'ai envie de me situer donc me voici. Ah bah, c'est vraiment, super chouette en tout cas que ça ait pu créer, cette envie chez toi, y compris sur le sujet que tu abordais, celui de la discipline, parce que c'est vrai, quand on réfléchit, spontanément à l'action politique, et le point de départ de l'action politique, c'est le collectif et d'être capable de faire ensemble, de se coordonner, de coopérer et tout ça. Pour rendre, le réflexe spontané, c'est pour rendre le collectif possible, bah, il faut, de la discipline, de l'esprit de groupe, du et cetera, qui se traduit le plus souvent dans la plupart des organisations par on discute très librement, on débat, très librement et puis, une fois qu'on se met d'accord, soit en votant, soit quelle que soit la manière dont on se met d'accord, bon ben, tout le monde va dans la même direction et cetera. On a voulu toi, tu as pas encore vu parce que ça fait pas très longtemps que tu es là, mais on fait ça, assez régulièrement. On fait ce qu'on appelle des partis pris, une manière un petit peu différente de créer le collectif, quoi et ce qu'on fait, c'est si tu veux, c'est que, bon, il y a quelqu'un qui est chargé, d'écrire un texte d'actualité sur un sujet, estime important évidemment. Donc il y avait eu, Sainte-Soline, il y avait eu le mouvement des retraites, il y a eu le Naël, enfin tu vois, les grosses Oui, comme ça qui traversent l'actualité. Quelqu'un est chargé de rédiger une introduction à la discussion. Ensuite, on en débat. Il y a éventuellement évidemment des points de désaccord qui apparaissent et tout ça et ce qu'on s'est dit, le réflexe souvent est de se dire: «Bon, il faut supprimer quoi les points de désaccord d'une manière ou d'une autre pour que tout le monde puisse se retrouver autour du texte». C'est-à-dire, on va pas faire ça, on va faire l'inverse. On va pousser au maximum les points de débat et à la fin, ça fait un texte qui prend nettement position sur les sujets, y compris éventuellement de manière clivante et puis on le met à signature. C'est-à-dire que chacun individuellement est invité, s'il le souhaite évidemment, à le signer. Donc il y en a plusieurs sur notre site, tu peux voir, les parties P en haut là, dans la barre dans la barre des menus, et du coup, les gens mettent leur nom et c'est comme ça que tu reposes la question de l'adhésion à chaque fois, de l'adhésion aux idées et tu reposes la question de la mise en action collective. Je trouve que c'est assez important de se demander, «Ah bon, comment on fait pour que les idées soient toujours communes? Comment on fait pour les rendre communes à chaque pas qu'on fait en avant?» Donc c'est super, que tu arrives avec un petit peu cette, cette approche-là et ben du coup, j'ai une question, peut-être, bête, mais donc toi, tu t'es proposé de faire une chronique sur les questions économiques et sociales. Pourquoi ce Ben, parce que c'est très lié à ma formation, à ce que j'ai pu faire, parce que tu l'as dit au début, d'abord j'ai une formation académique de juriste en droit social. Ça a coloré aussi, mon parcours professionnel parce que j'ai travaillé pour j'ai travaillé pour les DREETS qui sont, des les organismes dans lesquels, on décide de politique sociale au niveau de la région et qui pour le dire vite, chapeaute les DETS qui sont l'échelon départemental où il y a l'inspection du travail. Donc moi, j'ai pu fournir un appui juridique aux inspecteurs du travail, j'ai pu participer à des prises de décision de diverses natures. J'ai travaillé pour un syndicat aussi, la CFTC, pas forcément le syndicat, dont je partage le plus les idées politiques par ailleurs, mais qui ça m'a permis de défendre, bah, très concrètement, des travailleurs dans un certain nombre de situations en tant que professionnel du droit. Et donc, voilà, si tu veux, moi, j'ai un parcours qui, est coloré, par le social, par les politiques sociales. Et donc évidemment, je m'estime pas, si tu veux, heu, légitime de manière égale à parler de tous les sujets. Je pense qu'en tant que citoyen, on peut avoir un avis sur tous les sujets évidemment, qu'on doit même dans l'idéal. Mais bon, je sais aussi qu'il y a des choses que je ne sais pas, des choses que je sais moyennement, des choses dont je suis assez convaincu et donc les politiques sociales, je pense que j'ai des choses à dire là-dessus et donc quand Antoine, que tu m'a invité à faire une chronique, sociale, là-dessus, je me suis dit: «Oui, je peux te dire des éléments» et l'article dont tu parlais, au début sur les nationalisations en prenant, pour Total, j'y aborde quelques axes qui font écho
avec des expériences que j'ai pu avoir ou avec, le droit ou avec, voilà, la question du statut des travailleurs, par exemple, que pourrait-on faire pour les travailleurs, d'entreprises nationalisées? Ben, ça pose des questions qui sont importantes, ça pose des questions sur, les droits des travailleurs, sur les conventions collectives, sur comment aussi, on réhabilite, soit la fonction publique, soit en tout cas des agents d'entreprises publiques ou des travailleurs de droit privé dans des entreprises publiques, en tant que producteurs de services essentiels et in fine, ça amène à réhabiliter l'État et une certaine forme de tout petit proto-collectivisme, dans les esprits. Donc en fait, je pense que le droit social, que les questions économiques, que les questions sociales, c'est des questions, qui permettent, bah, quand on y touche, quand on fait des événements, des chroniques, des écrits là-dessus, de faire comprendre que on a des marges très concrètes d'action et voilà, c'est pour ça que j'ai voulu, interagir là-dessus et que j'étais ravi de pouvoir commencer à écrire, dans nos révolutions sur ce thème. Tu été confronté à quelle réalité, par exemple, quand tu étais à l'inspection du travail, sur le droit social? C'est quoi? Ça veut Oh dire bah, quoi les ç limites pour le droit ah mais social? ça veut dire beaucoup de choses. Alors, par exemple, tu as là, je pense à ça, je sais pas pourquoi ça me vient en premier mais si, je sais pourquoi ça me vient. C'est parce que je discutais récemment avec un camarade de travail détaché. Donc j'ai pu voir, par exemple, l'exploitation inouïe, que faisait naître le travail détaché, heu, de l'Union européenne en France pour des travailleurs, précaires, exploités, issus d'autres nations de l'Union européenne. Par exemple, les travailleurs détachés, issus de Bulgarie et notamment les ouvriers agricoles bulgares. Bah, j'ai pu voir à quel point il y avait une exploitation, scandaleuse que si tu vas, un petit peu à côté de Paris, dans le 45, tu peux t'apercevoir que dans les exploitations agricoles, bah, tu as beaucoup d'ouvriers agricoles, bulgares, qui sont traités dans des en fait, il faut déjà savoir que les conditions de détachement, heu, sont une incitation au dumping social, en permanence parce que les cotisations sociales sont payées au pays, dont viennent les travailleurs détachés et donc effectivement, le salaire en lui-même est égal, sauf que les cotisations que paie le patron, il les paie au pays dont vient le travailleur détaché. Donc ça fait qu'en toute situation, Le salaire brut qui est égal, le ouais, salaire net qui est égal, pardon, mais par contre, la ouais, part des cotisations, elle est, variable. bah, en gros, c'est ça et la cotisation est payée au pays d'origine du travailleur détaché. Donc ça amène que, en toutes circonstances, le travailleur détaché sera toujours, plus rentable, si tu veux, que le travailleur français. Mais même comme ça, on pourrait se dire, si tu veux, bah, ça va, il y a pas besoin de les exploiter encore davantage, alors que déjà on a cet avantage de pas payer les cotisations. Or, en fait, tu t'aperçois que, des déclarations, préalables, à l'emploi de travailleurs détachés qui ne sont pas remplies, des conditions d'hébergement, parce qu'il y a des conditions d'hébergement réglementées par la loi, qui L'employeur met à disposition des oui, hébergements. des hébergements, des lavabos, des enfin, il y a selon le statut des travailleurs, il y a et sans rentrer dans trop de détails, mais il y a un certain nombre de normes sur la dignité des personnes, qui doivent être respectées, un peu comme, par exemple, enfin, sur les chantiers où aussi tu dois avoir de l'eau chaude pour te laver, un certain nombre de points comme ça et donc ces travailleurs détachés, ben, tu pourrais te dire: «Voilà, le patron, il a déjà tellement d'avantages, inutile d'en rajouter». Or, en fait, tu t'aperçois que si, que en fait, les travailleurs détachés, bah, les droits qu'ils ont sont en grande majorité pas respectés, et que le dumping initial à la situation, il est accentué par des quand je dis pas respectés, c'est-à-dire des travailleurs, dont les pauses sont pas décomptées parce qu'on profite du fait qu'ils parlent pas bien français, pour les faire trimer davantage que ce qu'il faudrait. Des conditions de travail qui sont censées être équivalentes à celles, des travailleurs français dans la même situation. Sauf qu'on voit bien qu'en fait, c'est pas le cas et que comme il y a des difficultés en termes de compréhension du droit administratif, enfin du droit et de l'administration du travail en France, bah, ils sont pas en capacité de voir pleinement qu'on les exploite. Bien sûr, ils savent et qui sont exploités parce que quand tu trimes pour un patron en étant ouvrier agricole, tu vois, tu ressens physiquement l'exploitation, mais avoir les leviers pour qualifier, techniquement, juridiquement et pouvoir se défendre, on voit bien que c'est complexe à cause de ça. Donc j'ai des situations attentatoires à la dignité humaine, j'ai eu connaissance de dossiers où vraiment il y avait, je peux pas te citer d'affaires précises, surtout celles qui font mais voilà, j'ai vu que si tu veux, par le système qui est en place au niveau juridique et qui est dans cette Union européenne et transposé en France et des mécanismes, ouais, qui sont parfaitement, vantés, qui sont traités comme s'ils étaient normaux et ben, on met en place les conditions d'exploitation, y compris
Illégale, oui, mais une illégalité qui, si tu veux, est générée nécessairement par l'absence de contrôle, par le cadre qui est extrêmement incitatif aux abus. Donc j'ai vu ça, j'ai vu, voilà, j'ai vu les accidents du travail aussi, j'ai vu la politique sur les accidents du travail. Par exemple, j'ai pu voir, j'ai et pour ne rien cacher, mon mémoire de fin d'études a porté sur la question de, pourquoi on ne fait pas de pénal, en grande dans l'essentiel, dans la majorité des cas, on ne fait pas de pénal, sur, plein de situations liées au travail. Par exemple, on ne fait pas de pénal en général sur le travail dissimulé par dissimulation d'heures, bien que ce soit un délit. Il y a énormément de sujets sur lesquels, on ne fait pas de pénal. On ne fait pas de pénal là-dessus parce que le procureur, en fait, quand tu lui apportes un tu sais, en France, c'est le procureur qui décide de l'opportunité des poursuites et en fait, quand on lui apporte un dossier qui concerne du pénal, du travail, le procureur, bah, souvent, il va dire: «Ah non, ça ça, à l'opportunité de poursuivre le patron sur du social, sur, des normes au travail, ça non, ça pas trop». Le meurtre, l'agression ou plus modestement et plus médiatiquement, le fumeur de joint en dessous d'une tour, et si possible, de la bonne couleur de peau, ça, il y a un intérêt éminent à poursuivre. Par contre, là, vous me dites que: «Oh, les périodes de repos là, elles sont pas respectées, que ça non, ça c'est moins, ça vient de plein de choses, mais donc j'ai pu voir qu'il y avait un droit pénal du travail théorique, mais que en fait, ce droit pénal du travail était largement fictif parce que concrètement, à moins que vraiment, on tu aies la main broyée par une déchiqueteuse, heu et que la négligence du patron soit évidente, où là, on va se dire: «Ah oui, là, ça vaut peut-être le coup». Dans la grande majorité des circonstances, on va dire: «Non, c'est technique, c'est du social, c'est ouais, c'est pas fameux ça, non, non». Et tant et si bien que l'État, oui, a développé des moyens, heu, pour pallier ça, pour se justifier de ne pas faire de pénal, en développant des sanctions administratives qui sont en gros un moyen de mettre administrativement des amendes, à des entreprises sans passer par le pénal, mais donc sans passer aussi parfois par les sanctions, pénales au sens l'emprisonnement qui pourraient découler de poursuites pénales. Donc j'ai vu, si tu veux, le choix, conscient, organisé, stratégique de l'État, de faire basculer un certain nombre d'éléments liés au travail, du pénal à l'administratif, plutôt que de donner les moyens de l'action pénale pour poursuivre dans un certain nombre de cas quand il le fallait en social. Voilà, c'est quelques exemples si tu veux, mais c'est que ce soit, l'exploitation humaine évidente, d'un ouvrier agricole qui trime ou que ce soit, les choix de politique publique, judiciaire et cetera. Je pense que ça participe d'une même exploitation insupportable que j'ai envie de combattre et donc c'est aussi, pour ça que je veux chroniquer sur le social et que, tu disais dans l'insoumission, effectivement, dans l'insoumission, entre c'est l'essentiel de ma production d'articles, c'est sur ce sujet aussi. Donc oui, c'est une cause qui me tient beaucoup à cœur. C'est hyper important, je pense. À la fois, l'intervention des inspecteurs du travail, hem, intervenir aux côtés de ces salariés-là, le travail que tu fais, de le documenter et de le faire connaître parce que bien souvent dans le débat public, on a l'impression que le comment dire? L'état du monde du travail, c'est ce qui est écrit dans les textes de loi et alors on s'indigne ou pas, on n'est pas d'accord ou pas avec ce qui est écrit dans les textes de loi. On mesure pas toujours en réalité, il y a un écart gigantesque entre ce qui est Bien écrit dans sûr, le texte de loi et la réalité d'exploitation capitaliste et où cer y compris certains textes de loi sont faits pour être contournés, sont pensés pour être absolument. donc c'est hyper essentiel ce que tu mets en avant. Et j'ai une petite question là-dessus, je pense que c'est hyper important, y compris pour que les gens, sachent que là où il y a du poison, il y a de l'antidote, que là où il y a de la là où il y a de la là où il y a de la mort, il y a de la vie. Hem, je suppose que quand vous, l'inspection du travail, vous étiez appelés et que des gens vous appelaient, c'est quoi les luttes dans ces milieux de travailleurs détachés? Est-ce que les gens ils est-ce qu'ils gueulent? Est-ce qu'ils se soulèvent? Est-ce qu'ils trouvent des moyens pour, comment ça se passe? Ça dépend parce que déjà, tu as plusieurs types, si tu veux, de travailleurs détachés qui ont plus ou moins de moyens d'action et même parce que le travail détaché, c'est un régime juridique assez spécifique, on va dire. Le Ces ouvriers agricoles bulgares que je te prenais pour exemple, plutôt que leur statut juridique, c'est leurs caractéristiques, d'exploitation qui, il me semble, peuvent être rapprochées d'autres et voir les luttes. C'est finalement, c'est moi le parallèle qui me vient, c'est avec, Uber, avec, les livreurs à vélo, Uber Eats, tout ça. Il y a des points communs au sens que on a une situation juridique théorique, et on a les faits
et l'écart entre les 2 qui est abyssal, pour Uber, c'est parce que voilà, elles sont censées être des entrepreneurs libres, machin. Bon, en réalité, on sait tous, Uber, c'est beaucoup de travailleurs sans papier exploités dans les pires conditions, qui ont pas du tout le choix que d'être là. Mais qui en même temps, eux, la difficulté, c'est que si on leur parle, ils disent qu'ils veulent mais pas qu'ils veulent au sens qu'ils ont le choix, mais que c'est un élément de subsistance, et dont ils dépendent concrètement et matériellement. Donc c'est une tension très complexe, et d'autre part, pour les ouvriers agricoles, bah, le fait que, oui, il y a censé être un droit qui dit que les travailleurs détachés, mêmes conditions, que la seule différence, c'est cotisation. Mais, sauf que le droit, par exemple, il peut pas donner, à un travailleur détaché la maîtrise de la langue française, typiquement. Donc les luttes, si tu veux, elles vont dépendre de plein de choses. Elles vont dépendre d'abord de l'attention médiatique. Sur les travailleurs, détachés et les ouvriers agricoles bulgares employés en région centre, bah, malheureusement, c'est très difficile parce qu'il y a pas tellement de grands mouvements de masse médiatiques, sur le sujet, et il y a peu de mouvements de travailleurs autonomes parce qu'il y a il y a un enfin, pas forcément un désintérêt, mais une difficulté de s'approprier le sujet pour ceux qui pourraient faire du porte-parole là, sur la question. Hem, il y a une masse documentaire qui est plus faible que sur d'autres sujets peut-être aussi. Tu as également le fait que l'inspection du travail, ben, est extrêmement sous-dotée, on pourrait y revenir, mais que la caisse de l'inspection du travail est organisée méthodiquement avec constance, depuis plusieurs quinquennats. Hem, donc c'est compliqué, et à contrario, tu as les livreurs, eux, je vais pas dire ils ont de la chance parce que, mais par contre, il y a eu une attention médiatique, politique, des propositions de loi, beaucoup de parce que, déjà, ils sont plus visibles. Enfin, là, c'est au doigt mouillé ce que je te fais, hein, je vais pas, mais je pense que l'une des différences, c'est que, bah, tu vas pas dans une exploitation agricole, tu vois? Enfin, alors que tu les vois les livreurs, on est à Paris, là, des livreurs à vélo qui sillonnent nuit et jour Paris, on les voit tout le temps. Et puis tu leur parles, enfin, c'est-à-dire, pour beaucoup de gens, le livreur à vélo, il est visible, et puis on a des amis parfois qui peuvent commander, on voit, enfin, c'est une situation. Donc là, on est obligé enfin, certains arrivent à ne pas le voir, mais c'est plus difficile, donc il y a une lutte. Donc je pense que, enfin, du coup, c'est un peu déprimant, mais peut-être, mais comme réponse, mais tu as beaucoup de catégories de travailleurs exploités, notamment de travailleurs détachés, sur lesquels les luttes existent, mais sont quand même assez minimes en raison des différents facteurs matériels, qui rendent très compliqué de s'organiser pour lutter. Et tu as d'autres types de travailleurs qui, bien que partageant les mêmes difficultés, voilà, sur la langue, sur tout ce qu'on a dit, la vulnérabilité, et cetera, eux, je ne vais pas dire que leur lutte, est forcément victorieuse, puisque malheureusement on voit bien que c'est pas, voilà, mais en tout cas, elle existe parce que là, il y a un ensemble de facteurs sociologiques, de culturels, médiatiques, de l'attention politique qui a fait que, ah là, il y a quelque chose, qui se passe. Et comment on pourrait faire? C'est hyper intéressant ce que tu disais sur le fait que, ah ben, Hubert, on a quelqu'un de sa famille, on connaît des gens, on discute et tout, donc on se représente la chose. Donc c'est plus simple pour fraterniser parce qu'on voit Mmh. les conditions de travail. Et c'est bon, c'est vrai que les ouvriers agricoles bulgares, travailleurs détachés, moi j'en connais pas, Bah oui, mais avant que tu m'en parles, tu vois, j'avais même pas de représentation. bah évidemment, Déjà, évidemment, oui. bon, comment on pourrait faire, nous les militants, pour créer un sentiment de fraternisation, pour créer un sentiment de convergence entre ces travailleurs détachés et puis les travailleurs nationaux qui sont en village à côté, quoi. Bah, si on parle des ouvriers agricoles, là, par exemple, la question, rejoint plus largement la question de la politique en ruralité, hein. C'est-à-dire, si tu veux, moi, j'étais à la France insoumise depuis peu de temps. Il y avait les législatives de 2022, je crois, et il y avait cette question de faire des caravanes, en ruralité, parce que donc à ce moment-là, j'étais à Orléans, heu et c'était compliqué parce que autour d'Orléans, il y a plein de petits endroits, Bonne-la-Rolande, et cetera, où c'est très difficile de faire de la politique, mais bon, ça, j'enfonce des portes ouvertes, on le sait tous, et donc déjà qu'il est difficile de faire de la politique là, aller chercher les travailleurs, c'est qui sont potentiellement exploités, c'était encore plus complexe. Alors, par exemple, on sait que pour le Grand Paris, les tra et pour les JO,
il y a eu des tentatives de différentes associations, de revers de la médaille, mais pas que, d'entrer en contact avec les travailleurs sur les chantiers, d'essayer de parler, de discuter, de savoir comment ça se passe, il faudrait faire ce travail du coup, d'entrer en contact avec les travailleurs, en ruralité, mais voilà, pénétrer, dans les exploitations agricoles évidemment pas possible, donc se positionner, j'avoue que c'est une question à laquelle j'ai pas de réponse immédiate, par contre je pense que, au minimum avoir une recherche intellectuelle sur la question et essayer par exemple de voir, quels sont les circuits par lesquels les travailleurs détachés passent, savoir, si, on peut pas aussi prendre contact avec des camarades dans les pays concernés également. Par exemple, sur cette question des ouvriers agricoles bulgares, je pense qu'on a dans la vaste internationale qui combat, pour les causes que nous défendons, il y a des camarades qui doivent parler bulgare. Ces camarades qui parlent bulgare, bah, ils peuvent se mettre en contact avec des camarades en Bulgarie qui, eux, peuvent relayer des messages. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais une sorte de vade-mecum, une sorte de guide pratique, travailleurs détachés bulgares vaudois, par exemple, qui passerait, au 1er concerné par l'intermédiation d'un réseau internationaliste, c'est quelque chose, tu vois, qui pourrait être faisable. Il y a un certain nombre d'actions qui, tu vois, sur le travail détaché, de la difficulté, c'est que c'est un ensemble de métiers, un ensemble de travailleurs qui viennent d'un ensemble de pays différents, même si bon, plutôt quand même à l'est de l'Europe et voilà, mais donc ça, avoir une démarche de passer par nos réseaux internationaux pour, intervenir avant, l'exploitation, on pourrait dire et tout de suite faire passer les droits ou en tout cas alors évidemment, bon le droit du travail en France, on peut pas dire que ce ne soit pas exploitation, mais en tout cas pour amoindrir le degré d'exploitation préventivement, on pourrait dire ça, je pense que c'est possible, même si ça nécessite du coup de l'énergie militante, des gens qui puissent faire les ponts, mais voilà, par exemple. Ouais, ça compte ce que tu dis parce que, tu vois, le sujet de l'internationalisme, il arrive souvent dans dans les discussions militantes, comme un devoir moral, parfois un peu abstrait, mais un devoir où c'est hyper important, les peuples du monde, et cetera et où on se dit, l'internationalisme en termes militants, c'est un coût, faut accepter de payer, mais c'est un coût. C'est-à-dire que c'est une énergie qu'on consacre pas aux luttes qu'on est en train de mener, et cetera et du coup, les militants se mesurent pas toujours, souvent si, mais mesurent pas toujours qu'en fait, c'est une solution, l'internationalisme Si, et il y a plein de situations mais de lutte de classe en France que l'internationalisme renforce, bien se sûr. joue, développe et tout. Ah mais à mon sens, le travail détaché, si tu veux, c'est un exemple. C'est que il faut comprendre que chaque travailleur qui arrive en France et qui est dans un régime juridique où il est lié, à son pays d'accueil et où il ne parle pas français et où il n'a pas connaissance du droit, c'est une proie. Voilà, c'est une proie parce que forcément, j'ai envie de on va abuser de lui à un moment ou un autre, parce qu'évidemment il ne pourra pas contrôler, il ne pourra pas le capitalisme est ainsi fait et même sans doute au-delà du capitalisme que s'il y a un profit à tirer de la vulnérabilité de quelqu'un, bah, beaucoup de gens vont, tenter de le faire. Donc il y a cette question et c'est pas une question abstraite que de dire qu'on doit pouvoir faire des choses pour informer, ce travailleur par le biais de l'internationalisme et moi, je pense, par exemple, que vraiment une campagne travailleurs détachés vaudois, où les différents partis politiques qui ont une représentation, hors de nos frontières, par exemple, la France insoumise a LFI Monde, qui organise régulièrement des événements, de toutes sortes. Typiquement, j'étais, à Genève, il y a quelque temps, pour un événement pour inviter des citoyens à faire la loi eux-mêmes sur la question, des travailleurs dans le secteur de la santé. Donc il y a quelque chose à faire là-dessus, je pense, et oui, c'est une solution parce que et notamment, tout bêtement, quand tu diminues le degré d'exploitation d'un travailleur détaché bulgare ou autre, bah, tu diminues la plus-value que ce patron extorque à ce travailleur détaché bulgare et en diminuant la plus-value, qu'il fait, tu diminues aussi l'écart de compétitivité, entre ce travailleur et un travailleur français et petit à petit, tu peux pas le supprimer totalement dans le régime juridique actuel évidemment, mais tu, diminues voilà l'intérêt objectif qu'a l'exploiteur à exploiter. C'est donc, quelque chose d'important. Ouais.
vois cette importance de la question internationaliste et de la difficulté internationaliste dans les luttes militantes. Moi, il y a un événement, je te partage, qui m'a fait vachement réfléchir. Alors dans l'écosystème communiste, dans l'écosystème autour du PCF, c'est plutôt le PGE, les organisations internationales et puis, Transform Europe. Moi, j'étais à une initiative de Transform Europe, si tu veux. À cette occasion-là, j'ai pu discuter un peu, autour d'un verre, enfin, tu vois, pas en séance, avec un camarade serbe qui me disait: «Ouais, on a des problèmes, une agression antisociale». Alors je sais plus exactement c'était quoi le thème, mais un patron d'une entreprise, heu, faisait des boulons, et une agression antisociale féroce et on est emmerdés parce qu'on a des camarades qui disent: «Il faut nationaliser». Sauf qu'en fait, cette entreprise, elle fait des boulons pour un type très particulier de lave-vaisselle ou lave-linge, fabriqué en Allemagne. Donc ça veut dire quoi nationaliser? Parce qu'en fait, toute la chaîne de production qu'on a chez nous, elle est dépendante à l'extérieur et du coup, il me disait, il a fini la discussion avec un sourire un peu pas amer, enfin, tu vois? En disant: «Bon, c'est ça d'être parmi les pays dominés de l'Europe en mode, bon, toi, tu Mmh. mesures pas forcément que tu as des solutions qui te viennent évidemment, il faut nationaliser et tout ça». Pour nous, sont plus compliqués parce qu'en pratique, si on nationalise, Bah oui. le capital ouais et puis c'est réglé et du coup, les emplois sont détruits et il y a pas d'autre raison de produire ces boulons que pour ces lave-linges ou ces lave-vaisselle, quoi. Donc tu as ce genre de là peuvent se régler, effectivement, que par la coopération, que par l'échange et qu'en se posant les questions concrètes, quoi. En se disant: «Bon, comment on fait camarades, comment on avance?» Donc, vraiment, hyper, riche, que tout ce que tu viens de partager. Je te propose qu'on avance un petit peu dans la discussion pour aborder, la situation politique parce qu'on est quand même dans un moment un peu, un peu particulier, moi, je pense, de quand même de l'histoire de France où, bon, donc en 2026, ça pour les archéologues, peut-être nous regarderont et sauront pas trop situer. On est J'espère que vous avez réussi à faire changer les choses dans le futur. J'espère que vous vivez d'ores et déjà que Ouais. vous avez aboli la société de classe et que vous avez collectivisé les moyens de production et d'échange. Camarade. Bon, mais ouais, aujourd'hui, en 2026, on a eu une montée des luttes de classe nationales très importante jusqu'en 2023 à peu près, avec évidemment la réforme des retraites qui a été un moment de conflictualité sociale très importante. Juste après, il y avait eu toutes les négociations annuelles obligatoires juste après la réforme des retraites. C'est pareil, il y avait des grèves partout en même temps. Tu avais Sainte-Soline, tu as eu Naël, tu avais toute cette période-là jusqu'en 2023. La défaite du mouvement des retraites a mis un coup quand même au mouvement social où bam, on s'était beaucoup plein de gens s'étaient beaucoup mobilisés, s'étaient investis, il y avait des sacrifices aussi dans la lutte. Mais bon, tu perds et Macron te dit, enfin Macron et ses copains, à l'époque c'était Borne, te disent qu'après tout les formes, institutionnelles de la démocratie sont pas si importantes. Ensuite, il y a eu une attaque hyper féroce sur la question, des mouvements de solidarité avec le peuple palestinien, où les gens ont oublié maintenant parce que pas tous, hein, mais où on a eu quand même des, manifs interdites, des parlementaires d'opposition, bah, c'était Panot qui, je crois, hein, qui Panot qui avait été, convoqué en garde à vue, je me souviens plus exactement de l'histoire. Enfin des histoires comme ça. Donc pareil, un moment un petit peu assommoir où on avait vraiment l'impression d'être dos au mur et d'être coincé. Donc maintenant on arrive et donc en parallèle tu avais des campagnes électorales vraiment ordurières quoi, où, oh bah, des gens de gauche radicale, la FI en particulier, mais pas seulement parce qu'on avait les camarades de la CGT Nord, je me souviens, qui s'étaient traités d'antisémites, de soutien du apologiste du terrorisme. Truc vraiment ordurier et qui appelait vraiment la propagande McCarthy, des pires heures. Et donc là, maintenant, on approche de la présidentielle et c'est un moment où le grand nombre, je veux dire les dizaines de millions de gens, se repréoccupent de politique, se demandent: «Bah, alors qui pense quoi?» et cetera. Dans ce moment-là, le parti communiste est en congrès, où on a toute une série de discussions sur qu'est-ce qu'il faut faire et on est peu après, enfin je sais pas, une semaine, 10 jours après que Jean-Luc Mélenchon ait, proposé sa candidature, c'était un dimanche au JT de TF1. Nous, nos révolutions, on a publié un article qui s'appelle «Que faire de la candidature de Jean-Luc Mélenchon?» Alors je dis «nous» et tout, ça fait un peu le mec qui avait plusieurs c'est moi qui l'ai écrit cet article, le signe, hein, d'ailleurs et où dans lequel on dit, que nous, ce qu'on souhaite, on pense qu'il est bien, pour, 2027, c'est de réussir à créer on dit, alliance de la gauche sous leadership radical, en gros. C'est-à-dire de Mmh. réussir à créer un bloc, un front de gauche autour de la candidature de Mélenchon, avec, les communistes, avec les insoumis, avec les anticapitalistes d'autres formations politiques, parce qu'il y a un vrai courant Bien sûr, ouais. capitaliste, chez les Verts, par exemple, chez les écolos et puis il y a plein de gens qui sont anticapitalistes, plein de mouvements sociaux, je veux dire, qui sont anticapitalistes, mais qui sont pas forcément ont pas une tradition partisane, quoi. Et donc des soulèvements de la terre, c'est le cas, on dit: «Bon, ben voilà, ça fait un noyau et susceptible, d'après nous, d'entraîner l'ensemble du peuple de gauche». Alors pour, dé dé développer un petit peu, puis je vais te laisser la parole évidemment, c'est toi l'interviewé, mais pour développer un petit peu, pour que les gens aillent voir, pour donner envie peut-être si vous avez envie d'aller voir cet article, parce que tu es quand même
content quoi de cette contribution dans le débat public et dans le débat de la gauche. Évidemment, moi je pense que Mélenchon, il a plein de qualités dont il a fait preuve à plein de moments, y compris une solidité dans les luttes. Moi, il y a des moments où je me suis dit, où il m'a inspiré beaucoup de respect. C'est le déclenchement de la guerre de l'Ukraine où, très vite, il opposé au positionnement et aux résolutions parlementaires favorables à l'OTAN, favorables Mmh. à la politique de l'OTAN et favorables à l'accélération de la production d'armes. Il y a eu le moment de la Palestine dont je parlais tout à l'heure et le moment du déclenchement du génocide à Gaza après le 7 octobre 2023 où c'était extrêmement difficile de s'exprimer et d'être capable de dire: «Bon écoutez, moi je pense que c'est honte, que c'est un gouvernement criminel, le gouvernement israélien», ça extrêmement difficile et on s'est vraiment traité, des pires horreurs de la terre dès qu'on parlait. Le fait d'avoir quelqu'un à la télé qui dit: «Si, si, c'est des criminels», ça compte parce que ça envoie un signal et cetera, hein. Il y a aussi le fait des motions de censure, d'envoyer dans le pays un sentiment de lutte permanente contre le gouvernement Macron, au moment où d'autres, dirigeants politiques étaient sur une position un petit peu plus, prudente, on va dire. Il y a aussi des différences avec, la manière dont Mélenchon et la France insoumise se projettent dans l'action politique. Il y a elles sont pas toutes, c'est pas homogène quoi, c'est pas toutes suivant le même angle, mais tu vois, il y a un truc qui m'a vachement, heu, qui me fait débattre quoi, qui me pose question. Mélenchon, il dit souvent, oui, parce qu'il a eu une expérience en Amérique latine. Alors je sais pas trop comment ça s'est passé dans sa vie, mais il y a un moment où il s'est beaucoup intéressé à l'Amérique latine et au Chili et où il dit: «Nous, on croit pas à la force en politique, on croit au bulletin de vote parce que la force, bah, nos camarades, on a vu ce que ça donne, nos camarades qui ont choisi la force, sont tous morts ou alors en prison ou alors et cetera et cetera». Là-dessus, j'ai une petite question, je le mets dans la discussion et cetera. Mais tu vois, moi, je suis de la génération, toi aussi, je pense à peu près le même âge, la génération qui a connu Chavez et Tsipras. C'est-à-dire qu'a connu, donc je le Mmh. dis dans pas mal de discussions, je l'ai dit dans un précédent podcast avec, Bernard Vasseur, mais où, tu vois, Paz apparemment, ce que raconte Varoufakis, qu'on sent bien la conversation entre Mmh. a cédé notamment sous la pression de l'armée et sous la peur d'un coup d'État. Il aurait cédé sous la pression d'un État. Donc il a reculé face à l'épreuve de force parce qu'évidemment une dictature militaire, en plus les Grecs, ça ce que ça veut dire. Baisse et il a pu faire face à l'épreuve de force, c'est-à-dire qu'il y a eu une tentative d'État et puis la mobilisation, hop, avec de l'affrontement et tout ça, a pu déjouer et du coup, moi, ça me fait dire qu'effectivement le bulletin de vote est un moment important de la lutte, mais que c'est pas le seul et qu'il y a quand même des moments d'épreuve de force qui sont importants parce qu'il y a un moment aussi révolutionnaire où la force doit changer de main. Les bourgeois qui prennent la Mmh. force et qui sont prêts à toutes les horreurs, à des coups d'État, à des machins pour empêcher le progrès social, il y a des moments, il faut leur retirer la force. Donc c'est un sujet de débat que j'ai. Un autre sujet de débat que j'ai, c'est sur la question de l'ordre international parce que je comprends, hein, le positionnement de Mélenchon qui est de dire: «En fait, faut les frontières, il faut les discuter, mais d'abord, il faut les figer. Il faut que les frontières soient garanties de manière à ce que les peuples soient en sécurité» et tout ça. Moi, je pense qu'on a quand même des sujets sur un ordre international à bouleverser qui a été, très largement profitable, certes aux États-Unis, mais aussi à des pays comme la France avec les échanges ou, Mmh. notamment l'Afrique de l'Ouest. Là, à mon avis, il y a des ordres internationaux à bouleverser. On voit en ce moment avec ce qui se passe, notamment, au Kenya avec le contre-sommet à Nairobi. Et puis un troisième sujet que je voulais partager, mais que je mets comme ça, c'est pas pour centrer la discussion là-dessus, peu, hein, mais c'est, la question de l'organisation politique. Parce que tu vois, moi, je l'ai entendu à un moment, Mélenchon dire: «Bon, l'organisation politique, c'est le lieu où on fait quoi». Lieu où la discussion a lieu et où on fait et moi, je me suis construit petit à petit, j'ai pas toujours pensé ça, hein, mais je me suis construit petit à petit une tradition et un rapport à l'organisation politique. Je suis assez convaincu que l'organisation politique, qu'on appelle parti ou mouvement, de ce point de vue-là, c'est la même chose. C'est l'endroit où des gens différents viennent et avec des extractions sociales différentes, mais aussi avec des opinions différentes, aussi avec plein de différences. Une pluralité de gens viennent pour se coordonner et réussir à construire ensemble l'action commune et où du coup, dans cette conception-là, pour que la coordination soit efficace, la pluralité est, le plus précieux de tout et le fait que, plein de gens différents puissent, arriver, dire leur truc, dire: «Moi je suis pas d'accord, je suis» et cetera et cetera. Du coup, c'est des conceptions un petit peu différentes où d'un côté, on est très tourné vers l'action, de l'autre, moi je pense, et c'est pas mal si on réussit à construire des organisations qui se divisent éventuellement, mais qui, vu qu'elles savent qu'elles peuvent se diviser, sont capables de se rassembler, par, bonne volonté mutuelle et tout et je crois assez à ça. Des fois, on me dit que c'est naïf comme idée, mais moi je crois assez à ça. Maintenant, je pense que mon opinion fondamentale sur le moment politique qu'on vit, c'est que la candidature de Mélenchon, elle suscite de la confiance pour beaucoup de gens parmi les classes populaires et parmi dans les luttes progressistes et de beaucoup de gens, ça veut dire de centaines de milliers pour le moment, parce que lui, il a fait
elle, ça apparaît mesurien, à mon avis, bientôt de non, c'est-à-dire que ça suscite de l'espoir chez plein de gens, heu et du coup, ça va susciter un effet d'entraînement et moi, je souhaiterais vraiment beaucoup que les gens ont des opinions qui sont un petit peu différentes que celles de Mélenchon sur certains points, qui sont les mêmes sur d'autres, mais enfin bon, on est, tous, camarades de la gauche radicale, quoi. On se saisisse, quoi, de cet effet d'entraînement pour, y compris, bon, bah, il y a des sujets sur lesquels on ne pense pas exactement la même chose. Moi, j'ai écrit un truc, j'ai dit: «Ouais, faire déborder la mobilisation pour des réformes, démocratiques et libérales, vers, la lutte révolutionnaire pour l'épreuve de force» et cetera. Et bon, du coup, c'est un enjeu démocratique parce que tu arrives, il y a une mobilisation qui existe et tu défends tes idées, tu essaies de convaincre, d'agréger, tu y arrives, tu y arrives pas, bon, c'est le jeu du débat. Mais je crois assez au fait qu'il y a vraiment moyen que nous, toutes celles et tous ceux qui pensent que le capitalisme, c'est quand même de la saloperie, qui veut quand même changer le monde, et cetera, on se retrouve dans un grand mouvement de masse et on puisse, je on puisse, percer l'armure quoi, à l'occasion de cette question présidentielle et puis tout sera pas parfait, puis tout restera inventé. Il y aura plein de grèves à faire pour que les travailleurs continuent à Sûr. et tout ça, mais on aura fait l'acte 1 quoi, de la prise de pouvoir révolutionnaire qu'en tout cas moi j'appelle de mes vœux. Bon voilà, j'ai un peu exposé plein d'opinions et puis un peu d'opinions et Mmh. tout ça, mais toi tu en penses quoi de ce moment Alors, qui va? je sais pas si je vais pouvoir tout attraper parce qu'il y a plein de bouts dans ta question. Mmh. D'abord, est-ce que tu m'autorises à faire une parce que c'est un peu un objet pas séparé, mais je pense que c'est un point qui peut être traité en autonomie sur la question de la force. Encore le voilà, parce que je pense que, le fait que la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon mettent en avant une perspective électorale comme le moyen principal d'action là tout de suite, ne signifie pas qu'il y a un rejet absolu de la force comme défense. J'en veux quand même pour preuve plusieurs exemples. Déjà, voilà, il aura échappé à personne, que sur la question de l'autodéfense antifasciste, les positions de la France insoumise ont quand même fait l'objet énormément d'attaques ces derniers mois, que le soutien réitéré, à la jeune garde de la part de la France insoumise, là aussi, a fait l'objet de vraiment d'un harcèlement, de tous les instants. Et oui, c'est-à-dire je pense qu'en fait, tu as plusieurs la force, il faut l'entendre de plusieurs manières. Tu as la force de conquête, conquérir le pouvoir par la force. Bon, indépendamment de tous les aspects moraux que ça pose, il y a aussi on peut dire là actuellement qu'une révolution, au sens que les gens l'imaginent, par la force et cetera, bah, n'a pas beaucoup de sens parce que dans l'histoire, ceux qui conquièrent le pouvoir par une révolution armée, finalement, c'est qu'ils sont déjà dans une position de pénétration idéologique et de diffusion de leurs idées et cetera, extrêmement avancée. Et je je dis ça en étant un peu provocateur, mais s'il y a que les barricades à faire, bah, c'est que quand même, l'idéal révolutionnaire a déjà beaucoup pénétré les consciences et que Tu voilà. m'autorises une parenthèse Oui. dans ce débat-là pour qu'on sorte? Très On avait mis un débat là et puis ensuite effectivement tu as raison, c'est distinguable. Sur ce truc-là, évidemment, je pense que tu as raison. Et je me suis fait la réflexion en 2023, alors je sais plus, c'était le 18 mars ou quelque chose comme ça, le jour du vote de la motion de censure. Peut-être que c'était pas 18 mars, fallait pas vérifier, le jour du vote de la motion de censure, j'étais dans la manif parisienne, Mmh. un peu à la distance, tu vois, de l'Assemblée nationale et c'est vrai que l'air était électrique. Il y avait une fine ligne bleue, Mmh. comme disent, les RR, une fine ligne policière entre nous et l'Assemblée nationale. Dans ce genre de moment, moi, je me suis dit que le débordement est possible et que c'est possible d'avoir une foule qui, interrompt quoi, le travail, parlementaire antidémocratique, hein. Je suis pas en train de nier, ouais, machin, je suis en train de c'est hyper important l'état de droit. Enfin là, ce qu'ils étaient en train de faire quand même, c'est un 40 Bien sûr, bien sûr, bien sûr. de la population. C'est ça que je voulais dire par le moment de l'épreuve de force où est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? On vient d'une culture, moi aussi, plutôt on n'y va pas et peut-être que Mmh. maintenant c'est en train de changer. Bien sûr, après, il y a, parce que tu peux interrompre des travaux parlementaires, mais à quel point ça provoque un surgissement? Parce que moi, tu vois, je vais citer une référence non marxiste, mais sur, la Révolution française, j'aime beaucoup les travaux de l'historien Jean-Clément Martin, qui est pas forcément, un camarade, enfin, j'en sais rien, mais qui, a des analyses très intéressantes et montre bien que la Révolution, c'est un processus au long cours qui rassemble un certain nombre de facteurs sociaux, culturels, voilà, que c'est long, en fait. C'est pas et le surgissement par une action décisive du type celle-ci, où d'une manière qui pour le coup est
tu moins fictionnel. Macron, au moment des gilets jaunes, on sait que son hélico, il était prêt à décoller, de l'Élysée, qu'il y avait quand même un truc en mode: «Qu'est-ce qu'ils vont faire ces gilets jaunes-là, qui sont dans les beaux quartiers de Paris? Est-ce que, on n'est pas serein». Mais le fait est que tu as le coup d'éclat et tu as la convertibilité du coup d'éclat en action, de renversement d'un régime. Et ça, c'est quand même, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est délicat et que c'est une autre, paire de manches. Donc moi, si tu veux, ce que je disais, c'est voilà, la force comme moyen de conquête du pouvoir, quelle que soit l'appréciation morale qu'on porte là-dessus, parce que, voilà, non pas que j'appelle là à l'insurrection armée, mais il y a des moments par exemple, si les nazis, quand ils étaient au pouvoir en Allemagne, je pense que même le plus légaliste, et pourtant, le droit nazi était du droit, hein, je veux dire, c'était non, mais c'est vrai, c'était une production juridique organisée selon des systèmes, selon voilà, il y a personne qui va dire, que, il y avait pas une nécessité de renverser par la force, il y a, Stauffenberg qui fait, l'opération Valkyrie contre Hitler, il y a personne qui va dire, «Que fais-tu?» donc je veux dire, même le plus acharné des capitalistes légitimistes va bien reconnaître qu'il arrive des moments où le pouvoir par la force peut s'envisager. Après, c'est une appréciation. Est-ce que ça justifie ou pas en fonction de la situation qu'on traverse? Bon. Mais en tout cas, tu as l'objet du pouvoir par la force et à mon avis, en France, on est très loin de ça. Mais par contre, tu as la force comme autodéfense et ça, je pense que pour le coup, la France insoumise n'a jamais dit que, il n'y avait pas un enjeu de se défendre, et qu'il n'y avait pas une autodéfense populaire qui, devait exister. Quand tu habites à Lyon et que tu vois, la pénétration des milices fascistes partout dans cette ville, et que tu vois à quel point, quand tu appartiens à certaines catégories de la population, tu peux avoir peur, d'être reconnu comme tel quand tu es homosexuel, quand tu es racisé, quand tu es, et bah, oui, des enfin, tu peux pas juste te dire, «Ah, c'est un objet théorique, on va aller faire la queue en commissariat, on va porter plainte», ouais, oui, très bien, mais c'est bon, tu sais que tu risques d'être agressé, pas toi agressé, pas toi l'agresseur, mais que toi, on peut t'agresser et que, ben, il faut bien répondre à ça et donc c'est pour cette raison, qui fait que malheureusement, l'État français n'assure pas la sécurité, de certains de ses enfants. On pourrait dire, si on voulait faire du lyrisme républicain, que, la France insoumise reconnaît tout à fait qu'il y a une autodéfense populaire légitime. Ça, c'est sur la question de et après, il y a aussi, c'est un petit la question fille de ces 2 là, c'est on conquiert le pouvoir par les urnes, mais on nous fait une violence, pour nous chasser. C'est ce que tu disais sur la Grèce et tu parlais du Chili, bah, Allende, voilà, Allende, c'est quand même une question intéressante parce que, hem, il y a l'Institut de la Boétie, il y a je crois que c'est là où il y a quelques mois ou années, il y avait un colloque sur le sujet très intéressant. Il y avait l'idée, Allende, à un moment donné, il est face à un choix, c'est: «Est-ce que je distribue des armes ou pas?» heu Parce que distribuer des armes, hein, c'est compliqué quand même. Ça veut dire on va donner, à des groupes, populaires, qui ne sont pas la légitimité, la formation, ce qu'on voudra de l'armée, on va leur donner des armes et puis voilà, on va compter et Allende dit: On va pas donner des armes parce qu'on voilà, on est un état de droit, il y a un gouvernement, il y a machin, il y a enfin plus compliqué que ça, mais en gros, voilà, il avait une perspective, heu, qu'on pourrait dire vite fait comme légaliste. Bah, résultat, on sait ce qui s'est passé, renversement, torture, sous les États-Unis, voilà, un cycle, terrifiant. Donc là, en l'occurrence, voilà un exemple où, la force pour conserver le pouvoir, non pas face au peuple révolté, mais face à une agression capitaliste externe, se justifiait pleinement. Si, Jean-Luc Mélenchon ou quiconque d'autre, était le porte-voix d'une conquête du pouvoir d'une gauche de rupture en France, ben ça va de soi qu'il y aurait des agressions capitalistes de tous côtés, qui ne seraient pas de la même nature évidemment qu'au Chili, ni même je pense de la même nature qu'en Grèce. Parce que je pense qu'on a raison de dire que la France, c'est quand même quelque chose, un bloc, qui ne pèse pas rien et qu'on ne peut pas l'attaquer de la même manière qu'on le fait avec, des puissances, qui pèsent moins. Mais pour autant, il y aurait des assauts de tout type, des assauts juridiques, c'est-à-dire déjà l'Union européenne nous ferait une guerre sans merci, si on voulait appliquer, le programme. Donc ça suppose quand même une idée de, désobéissance, pas désobéissance, plan A, plan B, qu'est-ce qu'on fait exactement?
il y aurait une guerre, sur les marchés financiers, les entreprises françaises seraient attaquées. Il y aurait évidemment, on peut imaginer des droits de douane à la Trump, ou des procédés plus subtils, si, le président des États-Unis à ce moment-là est quelqu'un qui est plus un Obama qu'un Trump. Puisqu'Obama en matière de guerre asymétrique et de persécution, capitaliste et impérialiste, hein, voilà, il se posait là aussi. Hem donc face à ça, évidemment, il y a une tension, c'est comment on se défend et il va de soi, par exemple, que, si on a des manœuvres hostiles qui dépassent le droit des espions, des saboteurs, on pourrait dire, bah, oui, là, il y aura une question à se poser de comment on répond à ça et on ne peut pas dire par principe, si on nous mène une guerre illégale, si on veut mettre la France à genoux, on va juste, je sais pas, par exemple sur l'Union européenne, il va de soi qu'il y a des choses qu'on devra faire qui vont contredire le droit européen. Heu, on va pas envahir Bruxelles, mais par contre, oui, on va désobéir et même sans doute faire des choses illégales au regard du droit communautaire, du droit européen. Bah oui, mais en même temps, il faut bien se défendre. Donc en gros, voilà, je pense que la perspective qui est la mienne là-dessus et qui, je pense, même si je parle qu'en mon nom, mais je crois que c'est celle je pense pas qu'il y ait beaucoup de camarades insoumis, j'en vois même aucun qui dirait contre. On ne s'interdit rien en principe. Après, on tient compte, enfin, moralement et cetera, on a voilà, mais on tient compte des réalités de l'État tel qu'il est, et pour autant, on n'est pas contraint par le cadre de la légalité capitaliste et si les circonstances s'y prêtent, qu'il y a besoin, la légitimité et la nécessité de défendre la cause populaire, bah, on fera ce qu'il est possible de faire, heu, sans se dire a priori qu'il faut, être présenté patte blanche, si je puis dire, devant le capital et ses représentants, de la cinquième République. Voilà, ça c'est, qu'on veut éjecter par ailleurs. Ça c'est ce point-là. Après, sur la question du rassemblement, de la candidature de Jean-Luc Mélenchon et cetera, mmh, moi je pense que la candidature de Jean-Luc Mélenchon, ben, c'est celle qui a du sens en ce moment. Je veux dire, je c'est pas un totem, enfin, je sais que quand des gens insoumis, de tradition insoumise disent ça, on a du mal à le croire. On se dit: «Mais forcément Mélenchon, il te dira de sauter d'un pont, tu sautes d'un pont». Non, c'est pas vrai. Je pense que d'ailleurs ma présence à nos révolutions, je crois, prouve que je n'ai pas de sectarisme mais simplement, il y a Benoît Hamon qui tu peut-être vu, qui a posté sur les réseaux sociaux quelque chose que je trouve très parlant là. Il dit: «Bah, voilà, mon analyse de la situation à gauche, c'est il y a Jean-Luc Mélenchon, il dit des choses, il prend telle et telle position, il oriente et cetera et puis tu as les autres et les autres et ben, ils parlent beaucoup d'eux-mêmes et puis ils parlent beaucoup de Jean-Luc Mélenchon et voilà». Et c'est vrai parce que je au au aucun préjudice avec aucun camarade écologiste, mais tu disais, il y a une ligne anticapitaliste Europe Écologie Les Verts. Bah, c'est vrai, mais il y a aussi une ligne capitaliste et quand Marine Tondelier, est dans le podcast de l'UMA, il me semble et qu'elle est interrogée, par Lumi, je crois, qui lui demande: «Ouais, mais vous êtes anticapitaliste?» Bah, Marine Tondelier: C'est compliqué, hein». Et or quand même, c'est une question assez, basique mais fondamentale. Est-ce que tu es capitaliste ou est-ce que tu es anticapitaliste? Sachant qu'on est tous immergés dans la société capitaliste. Moi, j'ai un emploi capitaliste et comme la plupart des gens, bon, Est-ce que tu mais voilà, c'est quand même une question a priori assez simple et vitale. Parce que si tu peux pas dire que tu es contre, bon, et encore qu'un travailleur exploité puisse pas dire qu'il mais quand tu es la chef d'un parti politique important, bon. Donc du coup, c'est compliqué. Quand je ne veux pas créer polémique, mais enfin, quand tu as Fabien Roussel, par exemple, qui récemment nous explique qu'il est plus proche de Dominique de Villepin que de certains à gauche, hein, c'est son mot qui est hein, bah, enfin pardon, mais Dominique de Villepin, c'est l'homme qui a fait le CPE, le CNE, qui a traité les émeutes des révoltes, des banlieues comme des émeutes justement à réprimer par l'état d'urgence et cetera, qui a fait plein de choses absolument dégueulasses sur les affaires sociales. Bon, donc quand tu dis que tu es plus proche de cet homme-là, qui n'est pas devenu un homme de gauche, c'est bien je veux dire, il ne renie rien de tout ça, juste il dit des choses parfois pertinentes sur la Palestine et que tu es plus proche de Dominique de Villepin que de certains à gauche, ouais, ça me pose question quand même. Donc je veux dire, il y a, la politique, c'est pas les incarnations
mais les incarnations, c'est quand même, le moyen de véhiculer, de faire connaître une action politique. Donc, je déjà, il y a ça. Je pense qu'on a totalement le droit de questionner la candidature, de Jean-Luc Mélenchon, qui est un homme âgé, qui a déjà fait un certain nombre de candidatures, qui on peut dire: «Bah, ce serait bien si on avait du renouvellement», mais bah, que ceux qui disent cela nous montrent, qui en fait. Parce que, pas qui au sens que c'est, quelqu'un, qui va conditionner, mais simplement on est dans un système, la Cinquième République, on a eu la discussion juste avant sur se plier ou pas à ces règles. L'une de ces règles, c'est que, ben, il faut un candidat, ou une candidate à des élections. Donc il faut à un moment donné un être humain qui va être candidat. Voilà, moi je pense qu'actuellement Jean-Luc Mélenchon est le mieux placé. Hem Ensuite, la position de l'AFI vis-à-vis des autres forces de gauche et des autres forces de gauche par rapport à l'AFI. Je pense que l'AFI doit se garder totalement d'avoir une position hégémonique, et d'être prétentieuse. Voilà, je ne pense pas que ce soit le cas, hein, mais je pense que c'est un reproche qui est fait et je pense qu'il faut être sensible à ce reproche et que, de toute évidence, l'AFI ne fait pas tout bien puisque l'AFI n'a pas réussi à accéder au pouvoir, ce qui pour l'instant. Ce qui ne veut pas dire, qu'il y a pas je veux dire, il y a des causes immenses au fait qu'on soit pas arrivé au pouvoir, hein. L'appareil médiatique déchaîné contre la France insoumise, le fait qu'on prétende être une proposition de rupture à une société capitaliste dans une société capitaliste. Enfin, c'est voilà, c'est donc mais quand même, la France insoumise n'est pas encore au pouvoir, donc il y a des choses qui peuvent être mieux faites, donc il faut se garder d'être des sortes de donneurs de leçons, de professeurs. Surtout vis-à-vis de formations politiques qui ont une tradition aussi ancienne et respectable que le Parti communiste français, dont la direction actuelle me laisse sceptique, mais dont l'immense tradition et les immenses apports à notre cause, bah, voilà, obligent à l'humilité. Donc d'abord, humilité, respect C'est et quoi pour toi les apports de la tradition ah communiste? bah C'est quoi? bah, moi j'habite dans le 19e arrondissement, que où et je trouve que voilà, tu es dans la rue, tu vas, je sais pas, tu vas à la station de métro Stalingrad, récemment je vais à Stalingrad pour, aller voir un ami qui habite à Malakoff. Il est dans une rue qui s'appelle la rue Paul Vaillant-Couturier. Bah, Paul Vaillant-Couturier, bon, en fait, rien que, d donc un député communiste qui est l'un des fondateurs du Parti communiste français. Bah, tu vois, l'emprise géographique déjà, en fait, simplement ça c'est extraordinaire, enfin je trouve. C'est-à-dire, on est dans un pays, qui est dit dont le régime d'ailleurs a été créé, le régime actuel au sens de la 5 République, par un militaire, de droite, qui a fait un coup d'État, qui est, bon, sans digression, mais il y a aussi des très bonnes choses dans De Gaulle, je trouve, sur d'autres sujets, mais en tout cas qui globalement est un adversaire, de forces comme les nôtres. Et pourtant malgré ça, bah, tu as des dans l'emprise géographique dans laquelle on est, moi je trouve ça fantastique si tu veux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les idées communistes ou les idées de gauche au sens large étaient assez puissantes pour qu'on puisse les imprimer dans l'espace public et notamment obliger chaque capitaliste qui veuille traverser une rue à traverser la rue Paul Vaillant-Couturier par exemple. Bah, je trouve ça absolument génial si tu veux. Donc voilà un exemple, de ce que le communisme a apporté et donc voilà, il y a une humilité à avoir, c'est-à-dire que tu peux pas, arriver devant et encore une fois, c'est pas ce que la FI fait, mais je réponds à ceux qui disent que c'est, voilà, il faut se garder de ça, il faut, apprécier, tous ces éléments. Hem Et en même temps, il faut quand même avoir conscience que, la force politique de gauche la plus claire et la plus massive, c'est, me semble-t-il, quand même la France insoumise et que donc il est aussi, logique qu'elle veuille avoir un rôle d'entraînement, voilà. Ensuite, pour les formations politiques de gauche, PAIFI, je pense qu'il y a un rôle très important qui est d'être extrêmement exigeant, challengeant et de poser des conditions au soutien. Alors là, voilà, c'est on peut se dire: «Mais de quoi pourquoi dit-il ça?» Mais parce que je pense que, je pense que l'AFI n'est pas hégémonique, mais je pense que si l'AFI, agissait comme un hégémon, tyrannique, et qu'elle arrivait à imposer une sorte de non-débat sur ce qu'elle propose, ce qui n'arrive pas, mais admettons, ce serait une, très grosse perte parce que ça cloisonnerait le débat des idées à gauche dans finalement des idées qui seraient des idées insoumises, qui sont des idées de gauche, mais qui sont une partie des idées de gauche. À l'inverse, le fait, par exemple, que, il y ait des gens pour dire,
lutte des classes, Nouvelle France, comment vous positionnez? Heu, ou pour dire, est-ce que, d'ailleurs, il y a des débats en interne aussi puisque, on peut voir Baliba Bayoko qui dit, «Moi racisé, pas trop». Donc le fait que, et des gens, de gauche qui soient là et qui exigent: «Ah, les insoumis, là, vous ce que vous dites là, on n'est pas chaud. Là, oui, OK, là, c'est extrêmement important». Alors évidemment, il faut le faire enfin, à mon avis, il y a des bonnes et des mauvaises manières de le faire. Par exemple, aller dans une matinale d'Apolline de Malherbe et sur l'injonction de la maîtresse, cracher son venin au bon moment pour, et que ça après ça passe sur, CNews, BFM, machin, en disant: «Ah, telle figure de gauche dit que les insoumis sont des». Bah non, ça je vais être peut-être un peu, mais pour employer un vocabulaire marxiste, ça je trouve que c'est de la collaboration de classe. C'est-à-dire que tu as, un ou une représentante éminente de la bourgeoisie qui te dit: «Toi, attaque, la force politique qui est, la motrice de la gauche en ce moment, tu t'exécutes et tu». Non, ça non, ça c'est pour moi, c'est pas admissible. Par contre, avoir un débat d'idées, voilà, moi je respecte mes camarades et pour autant ça, voir, ça c'est une ligne rouge. Moi j'en vois pas, hein, mais admettons, telle chose est une ligne rouge et je pense qu'il faut vraiment y réfléchir. Ça c'est respectable, mais voilà, et c'est même, je pense, nécessaire. Mais là, il y a le comment, et je pense qu'en tout cas une union, à gauche, doit se construire autour d'un projet, pas autour d'une incantation. Et par exemple, on va croire que je m'acharne contre les écolos, mais je pense que, on peut pas, s'unir avec, une formation politique comme les écolos, si ils ne disent pas au minimum ou sur un programme, s'ils n'ont pas un programme, anticapitaliste ou de résistance au capitalisme. En gros, pour le dire autrement, et je suis désolé de revenir aux incarnations, mais parce que je trouve que c'est parlant. Sandrine Rousseau, OK, De Rugy, non, et heu et et c'est ça, là, voilà, enfin, donc je pense que pour résumer, union autour d'un projet qui peut être celui des insoumis ou d'un autre, simplement les insoumis sont la force motrice en ce moment. Incarnation du mieux placé ou de la mieux placée, mais pour l'instant, il me semble que mieux placé, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et d'autre part, heu, impératif d'un débat sur les idées, d'un challenge, d'une et même, oui, d'exigences fortes de la part des partenaires de la France insoumise, qui ne doivent pas lâcher, mais qui doivent avoir un débat et des exigences pour faire progresser la gauche et la cause, et pas pour servir de marionnette, à nos adversaires, comme malheureusement c'est parfois le cas. Ouais, c'est hyper intéressant, ça pourrait prendre la forme de débats publics, éventuellement contradictoires. J'aurais plein d'idées à construire, quoi, pour construire, dans la diversité des traditions de gauche. Parce que, y compris, il y a des points de il y a des points de désaccord entre les traditions de gauche et puis, entre les formations de gauche, et puis il y a juste des points de différence et de focus différents qui sont mis sur des questions différentes. Moi, on avait eu toute la réflexion au moment avant, enfin 1 an avant les municipales, la tradition du communisme municipal que tu as abordé aussi sous l'angle de l'empreinte géographique. Mmh. Et tu te dis: «Bon, ben comment ça demain, la longue tradition de, mettons, on va le dire comme ça, d'autonomie municipale des classes populaires sous pavillon communiste, dans le cas il y a eu voilà, et qui continue d'exister dans plein de territoires. Comment ça, c'est un point d'appui pour, les grandes batailles d'idées qui se mènent à l'échelle de la gauche, plutôt qu'un obstacle ou un sujet de cryptation?» Et je pense qu'on a tout ça à construire effectivement. Je te remercie beaucoup pour, toutes les réflexions que tu apportes sur ce sujet-là. Je te propose qu'on avance pour, Mmh. tenir Bien sûr, bien aux sûr. limites de temps Pardon, imparties. je n'hésite Mais pas à me non, non, discipliner si je vais je. pas du tout dire ça, je te remercie beaucoup et il faut vraiment que tu prennes Mmh. le temps, ma responsabilité. C'est vrai qu'on respecte, le temps. Ne t'inquiète pas, c'était vraiment pas un reproche et justement tu l'as mentionné un peu. Tu disais: «Ouais, bah, il faut qu'on puisse discuter des sujets, mettons théoriques quoi, enfin doctrinaires». Il y a notamment la question, tu as parlé de la question de la Nouvelle-France. Et toi justement, tu es arrivé, à Nos Révolutions par un article dans Nos Révolutions qui traite le sujet, en gros, je me souviens plus du titre exact, mais qui traite du sujet Nouvelle-France et lutte de classe. Comment ça Nouvelle-France, peuple et lutte de classe. Comment s'articule les luttes d'aujourd'hui? Quel rôle ça joue quel est le rôle de la lutte des classes là-dedans? Quel est le rôle du renouvellement permanent dans la Nouvelle-France et le nom? Bon, donc tu as fait une proposition que je trouve, super méritante et je pense que c'est important de faire ça. Se propose d'être un lien, doctrinal, d'être un Ouais. lien théorique entre différentes traditions. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et puis nous dire un peu Oui. les idées que tu veux pousser là-dessus? Alors, moi, la réflexion
déjà un petit avertissement. Moi, j'ai ma conception de la Nouvelle-France, que je vais exprimer là. Je pense que c'est une conception avec laquelle mes camarades insoumis, il n'y aurait pas d'opposition, mais qui est pas forcément celle non plus de chacun. C'est-à-dire il y a des petites évolutions, des petites, nuances. Moi, voilà, ça va être ma vision des choses. Parce que je dis ça parce que dans cet article, je fais une analyse gramscienne de la Nouvelle-France. Je relis la Nouvelle-France à la perspective à des idées développées par Gramsci, sur l'hégémonie culturelle, et voilà, je pense que c'est un lien qui n'est pas toujours fait, mais qui, moi, me paraissait intéressant de faire. Cela étant dit, pourquoi j'ai voulu, écrire là-dessus? C'est parce que le déclencheur a été une tribune de Fabien Roussel abondamment commentée, où il dit plusieurs choses. Alors bon, il accuse comme d'habitude la France insoumise d'être plus ou moins communautariste, même s'il donne pas trop d'exemples. Mais il dit aussi, à un moment donné que oui, plutôt que de parler de leur nouvelle France, là, il y a la lutte des classes quand même. Comme si il y avait une, je le c'est pas une extenso, hein, mais nos auditeurs pourront regarder, et donc ça m'a je me suis dit: «Mais non, pourquoi dire ça? Pourquoi dire que la nouvelle France, s'opposerait en tant que concept à la lutte des classes? Pourquoi ce serait l'un ou l'autre?» Évidemment, je ne suis pas dupe. Je sais que ça rejoint Fabien Roussel n'a pas d'idée originale de dire ça. C'est aussi tous les gens qui disent derrière: «Oui, la France insoumise parle beaucoup d'antiracisme, fait du clientélisme, mais en attendant la classe». Comme s'il y avait cette espèce d'opposition. Hem, mais pour moi, c'est vraiment, vraiment commettre une grosse erreur, que de faire ça. Je pense que, c'est ce que tu disais tout au début, le marxisme, c'est une clé de compréhension, une clé de rencontre des idées, et le comment dire? La domination capitaliste par la classe, elle est plus que jamais perceptible. On a encore des ouvriers qui vivent 7 ans, en moyenne de moins, que les cadres. 14 ans, si on prend les ouvriers les plus exposés à la pénibilité et les cadres les moins exposés. Donc je veux dire, s'il devait y avoir, plutôt que les écarts de revenus, c'est encore truc encore plus parlant, c'est la vie quand même, parce qu'une monnaie, l'espérance de vie, c'est quand même, je pense, la monnaie la plus évidente et la plus sensible. Donc et puis les écarts, je pense qu'il est inutile d'expliquer en quoi absolument les dominations capitalistes sont immenses, ou mais les choses, l'intersectionnalité, la lecture intersectionnelle, elle aussi, elle a de toute évidence, sa démonstration tous les jours. Heu, Quand les maires, moi je vais dire racisés, on pourra y revenir, mais quand les maires racisés, sont élus là, on voit bien le déferlement, raciste absolument délirant, et ignoble dans les médias, et pas seulement les médias de CNews d'ailleurs et du groupe Bolloré. On voit bien ça. Hem Quand on a dans tous les aspects, la société française, est structurellement raciste, ce qui ne veut pas dire que les personnes, que chaque Français est raciste, mais ça va être des éléments comme ça extrêmement visibles, ou ça va être, des choses, plus imperceptibles, mais très, très perçues par ceux qui les subissent. Le syndrome méditerranéen, par exemple. Moi, j'avais fait, un événement autour des quartiers populaires, où une associative nous expliquait, voilà, le syndrome méditerranéen, c'est que on a, une femme, racisée qui va être en train d'accoucher, et on va lui dire qu'elle fait trop de bruit, qu'elle a trop de douleur et que c'est pas normal, et qu'après son accouchement, elle a mal, et qu'elle l'exprime trop, et qu'on va pas dire ça à une femme qui n'est pas racisée. Je veux dire, la je enfin, je veux dire, les exemples de souffrance, et puis les contrôles aux faciès, et puis Naël, et puis enfin bon, je pense que c'est pas utile de démontrer ici à quel point l'emprise raciste est forte. Donc soit on se dit que les sujets, c'est-à-dire la classe, la domination de classe, et le racisme par exemple, mais après, le patriarcat aussi, enfin toutes les éléments qu'on met dans l'intersectionnalité. Soit on se dit que c'est un lien, soit on se dit que ça n'en a pas. Sauf que si on se dit que ça n'en a pas, il me semble qu'on contredit franchement, l'histoire, et qu'on contredit d'ailleurs franchement le matérialisme historique. Heu, Parce qu'évidemment que c'est un lien. Quand par exemple la colonisation, on a pas mal, d'historiens, je pense à la fille une historienne, afro-américaine qui montre, qui montre en tout cas une thèse influente qui existe, c'est que le racisme, en tant que préjugé un petit peu déconstruit, un petit peu, voilà, on a des préjugés hostiles sur d'autres ethnies, d'autres peuples, d'autres cultures.
a toujours plus ou moins existé, mais que le racisme en tant que système hiérarchisé, structuré, normatif, pensé comme un cadre, des relations, sociales et juridiques, lui, est quelque chose qui s'est aussi beaucoup développé au moment de la colonisation parce qu'il fallait, avoir un cadre conceptuel au fait que, on réduisait à la servitude des populations et qu'il fallait bien avoir une sorte d'explicatif de pourquoi on se permet de faire ça. Et parce qu'évidemment, c'est pas naturel comme ça et que c'est pas naturel parce que ça répondait à une entreprise capitaliste de prédation des ressources ou proto-capitaliste, si on veut, des ressources et des biens des personnes et que c'était le déterminant était évidemment un déterminant économique, un déterminant, de classe, un déterminant de prédation, mais il était adossé, ou l'inverse qui était adossé comme on veut, il était adossé à une dynamique raciste qui a une structuration de l'épaisseur et de l'ampleur aussi pour répondre à ça et pour permettre de justifier cette prédation par la race, donc et rien n'a changé depuis. C'est-à-dire que, quand on a aujourd'hui, dans les ghettos urbains, dans les quartiers populaires, quand on a des Naël, qui se font exécuter, hein, mais évidemment que c'est lié à la classe autant qu'au fait qu'il s'appelle Naël. C'est-à-dire qu'il y a le côté raciste, mais il y a aussi le fait que c'est parce qu'il n'a pas, de ressources économiques, de ressources, de capital culturel aussi qu'il est dans cette situation. C'est parce qu'il s'appelle pas, Amaury qui vit pas dans le 8e aussi qu'il y a, avec toute la sympathie pour les Amaury du 8e, mais enfin, c'est pas eux qui vont se faire exécuter par la police demain. Donc il y a bien, constamment une articulation, pour l'antiracisme du fait que le combat antiracisme est aussi un combat de lutte des classes, parce que, le racisme est un moyen de faciliter l'exploitation de classe et dans, l'article qu'on évoquait, moi je le relis à Gramsci. Pourquoi? Parce que, Gramsci dit notamment, qu'il y a, pour qu'une hégémonie culturelle puisse se faire, pour qu'il y ait un renversement d'un pouvoir par un autre, il faut que les groupes sociaux qui sont sous la suggestion du pouvoir à renverser, consentent activement, heu, à ce que l'ordre change, à ce que ce pouvoir change, hein. Heu et l'intersectionnalité, elle apprécie aussi les discriminations et les oppressions subies par différents groupes et on peut avoir une espèce d'approche, on se ferme les yeux, on dit: «Ouais, non, il y a pas de groupe, il y a pas d'oppression distincte et tout, on est tous les prolétaires unis», pas de ce qui doit être le cas, tous les prolétaires unis, mais voilà, tous les prolétaires vivent exactement la même chose. Bon, fermons les mais non et le problème, c'est que moi, si on a cette approche-là, de dire: «Ça n'existe pas, tout le monde est dans les mêmes conditions pourvu qu'ils sont dans la même classe», bah, comment voulons-nous arracher le consentement des personnes, opprimées à la société actuelle et surtout avoir leur consentement pour changer de société et avoir un contre-modèle et le fait et évidemment avant de consentir, il faut croire. Comment voulons-nous qu'ils y croient? Si on va voir, si on va voir les personnes victimes, du patriarcat, victimes du racisme, et qu'on leur dit: «Ben, non, mais en fait, il y a pas de singularité particulière». Vous évidemment que c'est pas audible au sens que ce serait une mauvaise communication. C'est pas audible au sens que ce serait tout à fait empiriquement faux, et qu'en pratique, comme en théorie, comme en histoire et cetera, le lien il est évident et je pense vraiment que c'est essentiel d'arracher en fait pour avoir l'hégémonie culturelle, qui nous permettrait d'avoir un pouvoir anticapitaliste en France, il faut, savoir comment dire? Ne pas rendre abstraite, ne pas tout mettre sous un boulgui-boulga en mode, voilà, comme on connaît la lutte des classes, comme on est de très érudits marxistes, alors on a réponse à tout. Non, c'est pas vrai. Mais pour autant, alors je suis d'accord qu'à l'inverse, il ne faut pas tomber dans le côté, il y a que, l'intersectionnalité, que voilà des une où il ne faut pas utiliser le peuple, dans l'article à un moment donné, je reviens sur des gens,
qui ont prétendu utiliser, le peuple comme, un signifiant vide. C'est-à-dire que l'idée, le peuple est protéiforme dans son acceptation. En communication, on peut dire que le peuple, c'est un peu tout. Donc on va parler du peuple aux gens et comme ça, le peuple, ils pourront mettre ce qu'ils voudront derrière et on va, bâtir des choses, et puis on va pouvoir dire: «Le peuple, c'est ça» et tout le monde va plus ou moins y trouver son compte, une sorte d'objet, indéterminé. Bon, évidemment, ça, c'est à proscrire. Il faut avoir une rigueur politique et parler de la réalité, il faut et la classe a une réalité plus que jamais. Je crois, moi, en la centralité de la classe des ouvriers, des employés. Je pense que, i c'est une réalité physique dont il faut en parler, mais et qu'on ne doit pas tomber dans un espèce de relativisme ou qu'on on ne doit pas dire il y a qu'il n'y a aucun discours discursif et que tout peut être rangé dans un gros tas de discours non discursifs sans réalité. Mais en tout cas, en se préservant de cet écueil, ça OK, il faut s'en préserver, il ne faut pas remplacer la lutte des classes par un populisme de gauche abstrait, vague, dont on ne tirait rien. Mais en tout cas, on ne peut pas faire l'économie de relier la lutte des classes, aux oppressions concrètes que vivent les groupes sociaux composant la classe. Voilà. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis sur l'hégémonie. Parce que je me suis bah, là, en préparant un petit peu la discussion, j'ai relu ton article. J'ai relu, alors bon, j'avais fait un message Telegram à Nathan, juste après avoir lu son article, avec mon opinion à chaud, quoi. Je venais juste de lire. Donc j'ai relu tout ça et puis j'ai un petit peu rassemblé mes idées. Sur ce sujet de l'hégémonie, je me suis aperçu qu'en fait, quand on pose la question de peuple et classe, le truc que ça percute dans ma tête, quoi, c'est «Que faire?» de Lénine. Et alors, il y a plein de gens qui disent: «Ouais, c'est un bouquin, qui est complètement dépassé, qui décrit la lutte dans les conditions de la Russie tsariste, qui a plus rien à voir avec nous». Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a heu, opinions, des intuitions et des analyses qui ont une portée vachement universelle et il y en a une en particulier, il parle de tribun populaire et du rôle du prolétariat, classe, comme tribun populaire, comme tribun du peuple. Et donc le raisonnement, je te le partage parce que moi, je le trouve hyper intéressant. Le raisonnement, bon, il a une définition du peuple, c'est pas le peuple, c'est un fait social, le peuple, dans la bouche de Lénine. Donc c'est, en gros, les gens, quoi. Bon, c'est tout, c'est les gens qui vivent ensemble et puis agrégés, ils sur un territoire, forment ensemble un peuple. Donc c'est pas le peuple politique, il ne voit pas la chose comme Mélenchon qui dit, bah, un peuple politique institué par, la démocratie et tout, c'est pas ça. C'est un fait social, à la limite, on pourrait dire les classes non dirigeantes. C'est ça le 99, c'est ça le peuple, bon. Heu et en son sein, au sein du peuple, une classe particulière exerce le leadership Mmh. et se fait porte-parole de l'intérêt général. C'est pas toujours la même, cette classe particulière. Tu par exemple, bon là, c'est pas Lénine, c'est Soboul, tu connais, bah, tu as parlé tout à l'heure des historiens de la Révolution française, donc Soboul, tu connais. Il analyse la Révolution française et qui dit: «Au XVIIIe siècle, la bourgeoisie française était si, créatrice, très créative, si sophistiquée, si intellectuelle, si, prospère aussi, elle s'est prise pour l'humanité générale et qu'elle s'est faite porte-parole de l'intérêt général. Elle s'est prise pour l'homme et le citoyen, quoi». Et du coup, elle a écrit la déclaration des droits. Moi, bourgeoisie, j'ai écrit la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et tout. Bon et puis après, elle subit des périodes de pourrissement. Marx se moque de la bourgeoisie française 50 ans plus tard en disant: «Ils ne sont plus que l'ombre de ce qu'ils étaient 50 ans avant». Heu, mais bon, le point que je veux dire, le point sur lequel je mets l'accent, évidemment, Lénine, il a lu ce truc-là de Marx. Le point sur lequel je mets l'accent, c'est qu'à un moment donné, la bourgeoisie française a su incarner, être en situation hégémonique, au sens politique du terme, incarner l'intérêt général pour l'ensemble du peuple et du coup, l'ensemble du peuple projeter sur elle ses aspirations et cetera et cetera. Et du coup, le point de Lénine là-dessus, c'est que le militant marxiste doit se conduire en, trident populaire, c'est-à-dire le militant marxiste, son rôle, il doit essayer en tout cas, de porter la parole du prolétariat et les solutions que le prolétariat propose aux autres classes, en disant, bah, par exemple, tu vois, aux petits possédants qui ont peur de perdre leur propriété, en disant: «Mais vous voyez bien que sous la pression du monopole capitaliste, vous allez vers la ruine et que le seul espoir pour la prospérité, c'est la propriété collective en réalité, c'est de mettre en coopérative et cetera et cetera». Et du coup, son idée, c'est que le rôle du militant marxiste, quoi, c'est de construire le leadership, l'hégémonie du prolétariat au sein du peuple. C'est-à-dire l'hégémonie de classe du prolétariat parmi les autres classes. Mais je trouvais que ça évidemment Gramsci a lu ça, mais je trouvais que ça résonnait pas mal avec le texte que tu as écrit où tu as une formule, alors je sais plus si c'est dans le texte, si tu me l'as juste dit oralement, mais où tu dis le peuple comme extension hégémonique de la Si, je crois que c'est c'est dans dans le ouais, texte, c'est dans toutes lettres et tu vois, il y a l'idée dans l'autre sens où, le peuple, c'est un espace et un lieu de bataille absolument. pour le prolétariat, conscient quoi, pour essayer de rallier à lui les autres classes, non dirigeantes de la société et ça m'a vachement fait réfléchir, Ben, c'est franchement, c'est le sens de la formule effectivement,
je pense que tu as alors si on accepte le peuple comme les non-dirigeants, ben, les et qu'on prend le prolétariat au sein de ce peuple, de fait, nous, on veut le triomphe du prolétariat. Bon, mais le problème, c'est que le triomphe du prolétariat, je c'est tout ce qu'on dit là, c'est que oui, il faut se faire tribun populaire, mais le tribun, dont la parole n'est pas audible, perceptible et pas juste surtout, c'est le tribun qui met à égalité, tous les gens de son auditoire, quand bien même il y a des réalités fort différentes au sein de cet auditoire et que en plus, le tribun marxiste, c'est un tribun qui s'attache avant tout au matérialisme, mais la situation matérielle, des personnes, au sein du peuple et au sein des classes de ce peuple, est éminemment conditionnée par leur position sur une grille de lecture intersectionnelle, et qui évidemment conditionne, leurs conditions matérielles d'existence. Hem, donc on doit en tenir compte parce que c'est de cette manière, qu'on pourra créer une adhésion, un consentement au moins à autre chose. Hem Peut-être, et je t'arrête là-dessus parce que ça me fait penser à un truc qu'un copain nous a dit, de nos révolutions, il se reconnaîtra. Je cite pas les gens parce qu'ils sont pas à l'aise ou je sais pas quoi, et qui disait en fait la lutte de classe du prolétariat doit réaliser les promesses non tenues de la bourgeoisie, et donc ça fait partie, c'est un élément en même temps de la lutte hégémonique, et là, en fait, il parle de liberté, égalité, de la promesse non tenue de liberté, égalité, où en fait on l'a mise dans le droit. Parfois, dans certains pays d'ailleurs, pas tous, on l'a mise dans le droit, mais on l'a pas réalisée dans le fait, et on a la question de quand on dit, tribun populaire, effectivement, c'est pas en faisant abstraction des différentes couches sociales à laquelle on s'adresse, mais en se demandant, bon, quels sont les problèmes et comment la lutte de classe du prolétariat peut être mise au service exactement. de la révolution de ces. Et exactement, même s'il y a aussi des récits, des promesses à déconstruire de la part, des capitalistes, parce que, par exemple, le fait que, la propriété privée soit le plus sacré, inaliénable, machin, ça, c'est une promesse qui n'est pas faite aux bour les seulement pour les bourgeois entre bourgeois, mais que c'est quand même c'est aussi toute l'opposition à la Révolution française entre les conventionnels et puis les sans-culottes, les hébertistes, les partisans de Roux et tout ça qui voilà, enfin, il y avait quand même un truc sur la propriété privée et de l'offre politique qui a gagné en faisant par ailleurs les massacres que l'on sait, y compris, ça c'est un point où moi je suis plus critique de Robespierre que d'autres. Le Voilà, l'offre politique qui a gagné, c'est une offre qui a quand même dit, voilà, la propriété privée, c'est très important, et d'ailleurs vous les petits, vous aussi, vous devez considérer même que la propriété privée, c'est donc voilà, ça je pense qu'aussi il y a des promesses à déconstruire. Mais en tout cas, oui, je suis totalement d'accord avec, tout ce que tu viens de dire. Hem et puis, en tout cas, je pense que voilà, il y a aussi comment dire? Le la pro qu'en attaquant les structures capitalistes par l'intersectionnalité ou l'inverse, bah, en fait, on obtient des résultats dans les 2 domaines. P Pour ne rien cacher aux auditeurs, on en parlait tout à l'heure, il y a quelque chose qui est frappant, je trouve, qui est élémentaire même. La puissance du groupe Bolloré, c'est une puissance capitaliste. Par là, je veux dire, on ne peut pas faire démonstration plus claire du fait que quand un capitaliste arrive à accaparer beaucoup de survaleur, et qui vraiment il prend à lui, tout ce qui est produit par les travailleurs exploités, bah, il en tire une puissance immense, une puissance qui donc se manifeste par le fait que cet homme possède, des moyens de diffusion de ses idées et de quelles idées, qui sont sans commune mesure avec, tout être humain ordinaire. Hem et donc avec ces idées, avec ces moyens-là, il propage un venin raciste, un venin haineux, un venin xénophobe, partout, et il va de soi que si, par exemple, on avait, ne serait-ce que sous la Ve République, hein, une loi anti-concentration, on l'applique, on dit: «Vincent, tu vas rendre quelques médias maintenant, tu vas arrêter de posséder tous ces médias-là». Bah, c'est évidemment anticapitaliste et c'est évidemment une lutte de classe parce que on dit à un capitaliste qui va se calmer sur la concentration capitalistique et qu'il va devoir, hein, et d'autre part, c'est aussi un combat intersectionnel parce qu'on comment dire? On ne rendra pas l'auditeur de CNews raciste, pas raciste en supprimant CNews, mais on limitera la propagation d'un poison, qui s'appelle l'idée raciste et la libre expression raciste, on limitera ça. Donc c'est concomitant et puis quand on lit, Félicien Faury qui voilà, tout le monde, te nom beaucoup invoqué, je sais, mais Félicien Faury le montre bien, je pense. C'est-à-dire chez les électeurs, Rassemblement national,
il y a pas je ne vais pas dire une conscience de classe, mais il y a la perception d'inégalités sociales durement subies. Simplement, beaucoup pensent que la solution, c'est pas de s'en prendre en haut, c'est de s'en prendre à plus faible qu'eux parce que sur ceux-là, ils ont une prise, plus faible étant les travailleurs immigrés, racisés et cetera. Ou tac, là on va mais ça montre bien que même dans les dynamiques sociales et sociologiques utilisées contre nous, il y a un lien entre les 2 sujets. Ça montre bien que cette dynamique, ce ressort des idées, d et bah, il est exploité en fait. C'est-à-dire que si Félicien Fauré a conscience de ça, et nous le démontre et que nous on en a conscience aussi, j à un niveau plus ou moins conscient en face, il le voit bien aussi. Je pense qu'il faut éviter un écueil qui est de dire que le racisme, serait une diversion et qu'il n'existerait que comme diversion et tout. C'est-à-dire en d'autres termes, je pense que les sur CNews, ils sont vraiment racistes, qui sont vraiment haïssables pour ça. Mais il faut aussi voir qu'évidemment, il y a un côté où, quand Vincent Bolloré fait ça, c'est aussi parce que quand on s'en prend, à un livreur, à vélo sans papier, on va pas s'en prendre, à Vincent Bolloré et qu'on et le et on de même que quand on excite les gens sur un séparatisme, bien qu'il puisse y avoir ici, là, des dérives communautaristes si on veut, mais le vrai séparatisme en France, le seul vrai séparatisme, c'est le séparatisme des riches et quand ils agitent un autre soi-disant séparatisme, c'est pour cacher le leur et donc la réalité, elle est que, et c'est vraiment là où je veux en venir dans l'article, c'est que je trouve dramatique qu'on puisse, fragmenter là, il s'agit même pas de est-ce qu'on doit hiérarchiser les luttes ou pas. C'est il y a des gens qui prétendent opposer entre elles, des matrices, de pensée, des notions heu, où le militant, révolutionnaire, qui veut changer la société, révolutionnaire y compris, révolution par les urnes si on y croit, bon, c'est ce qui est discutable, mais voilà, qui est dans disons dans toute l'acceptation la plus large de ce qu'est un militant révolutionnaire, il doit avoir les 2 et même tous les concepts utiles et s'il ne les a pas, si on dit: «Non, ça c'est» et ben, évidemment, c'est comme on désarme les camarades, voilà. Et moi je ne veux pas désarmer les camarades, je veux, que nous soyons tous plus armés, au contraire. Attends, c'est une belle phrase de conclusion. On arrive au bout. Merci. Ben, je t'en prie Hugo, c'était un plaisir d'être avec toi aujourd'hui.